Avec nous, Josette Borel-Certain, la présidente de la région Guadeloupe, qui rentre de Bruxelles. Alors, Madame la Présidente, quel fut l'objet de ce déplacement? Bonsoir. Nous étions une grosse délégation. Madame la préfète qui conduisait la délégation, Monsieur le président du Conseil général qui était remplacé par son premier vice-président, et puis moi-même, et avec bien sûr nos services et mon directeur de cabinet, pour aller défendre, je dirais, le projet que porte la Guadeloupe, puisque c'était Monsieur Rinson qui était là avec Madame Valma et des techniciens pour parler de la maîtrise des déchets de la Guadeloupe. Vu l'enjeu que représente le traitement des déchets pour notre archipel, il était urgent qu'on puisse avoir cette réunion et il était important que moi, en tant que présidente de région, que j'accompagne et que je sois présente personnellement pour parler d'une seule voix au nom de la région Guadeloupe pour convaincre de l'importance et de la nécessité pour nous en Guadeloupe d'avoir cette plateforme multifonctionnelle pour pouvoir traiter les déchets de la Guadeloupe. Alors plus précisément, quelles sont les questions qui ont été abordées? Est-ce que c'est les problèmes qu'il y a avec Urbacer? Est-ce qu'il y a les problèmes de revalorisation? Quels ont été les problèmes abordés? Alors bien sûr, on ne pouvait pas ne pas parler d'Urbacer, puisque si nous sommes encore là à présenter un projet, c'est parce que la première entreprise qui avait eu le marché n'a pas pu arriver jusqu'au bout et mener à bien le marché qui lui avait été confié. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau projet. Je dis nouveau entre guillemets, c'est un projet, je dirais, amélioré, puisque nous ne parlons plus de méthanisation, mais nous parlons de compostage. Donc, bien sûr, il y a eu un temps, je dirais, d'explication pour bien montrer que le projet en lui-même n'avait pas changé, mais que la méthanisation nous paraissait pas dépassé, mais nous savons très bien que la méthanisation n'est pas tout à fait, ne correspond pas tout à fait à ce que nous souhaitions, ni à ce que souhaite le CIVAD actuellement, puisque l'ancien SICTOM est devenu CIVAD. Donc, le compostage nous semble beaucoup plus intéressant pour nous, puisque en Guadeloupe, on n'a pas encore pu vraiment réaliser je dirais le tri des déchets de façon à ce que les déchets ultimes permettant la méthanisation ne sont pas encore totalement pris en compte par les Guadeloupéens. Bien sûr, la Guadeloupe a fait un pas de géant en 3 ans, puisque actuellement le tri est rentré dans les habitudes des Guadeloupéens, même si nous n'avons pas encore le tri porte à porte, mais de plus en plus nous aurons des poubelles dans les familles de façon à ce que le tri se fasse déjà à la maison avant d'être pris en charge et amené à l'usine que nous construirons. Donc c'était, je dis, très très belle séance de travail. Madame la préfète très au fait et qui vraiment a tenu à être là. Nous avons eu une écoute des commissaires qui étaient là. Nous avons eu, je pense, l'écoute nécessaire pour être aujourd'hui satisfait de notre démarche. Nous avons encore du chemin à parcourir puisque nous avons jusqu'à la fin du mois prochain pour pouvoir affiner le projet, arriver à quelque chose avec un système comme on nous l'a demandé, bien identifié, bien décomposé, de façon à ce que nous puissions garantir un traitement, une usine capable de traiter nos déchets, garantir aussi, je rappelle, l'intervention de l'Europe au niveau finance, l'intervention aussi financière des 2 collectivités majeures, puisque Monsieur le Président du Conseil général et moi-même, nous y mettrons 8,5 millions d'euros. La région, le SICTOM mettra aussi sa part, et l'État 4 millions d'euros, et certainement 2 prêts viendront compléter, puisque c'est 171 millions de travaux. Pourquoi la région Guadeloupe est-elle
s'est-elle engagée aux côtés du CIVAD, bien que ça ne soit pas de notre compétence, mais je crois qu'à un moment donné, quand l'urgence se fait sentir, il est normal et il est important et urgent que la collectivité régionale puisse, je dirais, apporter son soutien. Donc, le fait que nous soyons là, le président du Conseil général et le président du Conseil régional, permet au CIVAD de pouvoir justifier des deux prêts, les prêts que le CIVAD fera et le prêt que le Vinci, puisque c'est Vinci qui actuellement est détenteur du marché. Donc 2 prêts de 50 millions que nous garantirons à part égale, Conseil général et Conseil général. Les choses pourraient aller très vite après cette réunion à Bruxelles. Je pense très très vite, puisque nous sommes partis avec vraiment un dossier déjà complet, mais qui ne correspond pas. Il faut restructurer le projet pour pouvoir permettre au commissaire qui était face à nous, à la direction de l'environnement, parce que il y a la direction de l'environnement, et vous savez combien l'environnement, c'est quelque chose qui bouge. On a pris un décret aujourd'hui qui peut être changé demain pour pouvoir coller le plus possible à une maîtrise de l'environnement. Donc nous reviendrons ou nous demanderons, je préférerais d'ailleurs demander au commissaire et à la direction qui était là, à la DG qui était présente, de venir en Guadeloupe. Leur montrer justement combien on a déjà restauré le site de la Gabarre et combien les Guadeloupéens eux-mêmes ont bien pris conscience du traitement des ordures en amont de l'incinération ou de l'usine que nous allons proposer. Alors, est-ce que c'est d'abord pour exposer le projet, mais aussi pour dire à Bruxelles qu'il faudra qu'ils mettent un petit peu la main à la poche ? Non, les sommes, les 50 millions sont déjà fléchés, maîtrise des ordures de la région. Donc il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Mais c'était vraiment dire à quel la planification, voilà, je dirais une planification parce que il faut obligatoirement expliquer. Nous avons un premier PO qui va prendre fin en 2006-2013, un autre qui va commencer en 2014-2020. Donc nous aurons certainement un finance sur les 2 PO, l'argent qui est déjà là, et puis le reste qui viendra compléter en fonction de l'évolution du marché, puisque en 6 ans, le marché quand même a beaucoup évolué. Alors ça va être une bouffée d'oxygène pour le BTP, on sait qu'ils sont en crise, il y a justement cet après-midi en Guadeloupe, il y a une réunion. Qu'est-ce que vous avez à dire justement aux gens du BTP qui souffrent actuellement? Cette nouvelle construction, ça peut être une bouffée d'oxygène? Je me permettrai de vous dire que j'aurais préféré que nous puissions nous asseoir autour d'une table et discuter de façon à ce que la Guadeloupe ne soit pas bloquée. Je comprends cependant les inquiétudes. On parle beaucoup de la crise, mais quand des problèmes, je dirais, de trésorerie viennent s'ajouter à la diminution aussi des travaux confiés à ces entreprises du BTP, c'est quelque peu normal qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Mais j'avoue qu'il faut qu'on apprenne à se parler, il faut qu'on apprenne à discuter autour d'une table avant de bloquer. Concernant ce conflit, il y a une mise en cause des collectivités. J'ai rappelé très vite que la région Guadeloupe n'avait pas vraiment des sommes, je dirais, surtout s'agissant de la SEM-SAMAR, n'avait pas, je dirais, des sommes extraordinaires, ni des sommes très importantes au niveau facture concernant la SEM-SAMAR. Pour le BTP, il y a un volant de 17,5 millions qui vont être ou qui sont déjà à la pairie régionale, donc qui seront payés dans les jours ou dans les semaines qui viennent, parce que, vous savez, quand on donne une facture, il y a un temps où il faut contrôler la facture. Il y a un va-et-vient entre Route de Guadeloupe, par exemple, les Routes de Guadeloupe reçoivent les factures, Route de Guadeloupe reçoit les factures, les contrôles nous les emmènent en région pour pouvoir les justifier et faire en sorte qu'ils soient mis en paiement. Donc, il y a normalement un temps. J'ai eu M.
Quilin aujourd'hui, qui m'a dit que ça ne traîne pas plus de 21 jours, disons un mois, dans ces services, et en général, on perd 60 jours. Cependant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des factures en souffrance, mais je reviens sur l'importance pour la Guadeloupe qui est en train, malgré tout, de s'en sortir. On parle de la crise, mais il y a un petit frémissement chez nous, donc il ne faut pas créer des conditions qui permettront au contraire de reculer au lieu d'avancer. Donc je souhaite vraiment que très rapidement nous puissions régler ces problèmes pour retrouver une sérénité en Guadeloupe. Vous entendez, vous êtes très préoccupé par cette situation sociale. Certainement, certainement. À partir du moment où nous venons de rentrer, les gamins n'ont eu qu'un mois de classe depuis la rentrée. Les mettre en difficulté, c'est mettre aussi une sorte de pression. C'est mettre aussi toute la Guadeloupe, je dirais, en difficulté, puisque nous savons très bien que la circulation ne se fait pas comme par exemple en France sous terre. Nous avons à déposer nos enfants devant les lycées, devant les collèges ou encore en école primaire. Les parents travaillent pour la plupart. Donc chaque journée de travail perdu, c'est autant, je dirais, d'euros que l'économie de la Guadeloupe ne va pas brasser. Donc c'est vraiment des difficultés ajoutées à la fragilité surtout de notre tissu économique. Donc j'espère vraiment qu'on arrivera et qu'on trouvera, je rentre demain, donc j'espère que nous trouverons une solution très très rapidement. Les téléspectateurs qui nous regardent, vous avez été tenus, informés de la situation à Bruxelles? Très régulièrement, je dirais presque heure par heure, puisque là je viens d'avoir des renseignements concernant la route qui mène à Capesterre-Belle-Eau, celle aussi de Sainte-Rose, qui sont actuellement débloquées. Cependant, le point noir, c'est encore Jarry. Et au moment où les jeunes vont rentrer, puisque nous sommes aujourd'hui au moment où la rentrée scolaire vient de ce matin de s'effectuer, je crois qu'il est difficile pour moi d'être loin de la Guadeloupe, mais nécessité oblige, je me devais d'être à côté du CIVAD pour pouvoir expliquer la situation de la Guadeloupe. Et l'euphorie d'hier soir, quand nous sommes rentrés avec la certitude qu'on nous accompagnerait, ne peut pas être effacée par ce qui se passe. Mais je souhaite vraiment qu'on trouve des solutions les plus rapides possibles pour que cette Guadeloupe qui a besoin de sérénité, qui a besoin d'être au travail, se retrouve ce dynamisme-là, parce qu'il y a quand même un dynamisme de nos entreprises, un dynamisme guadeloupéen au niveau du travail. Donc il faut qu'on préserve tout ça. Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le ministre, vous venez de présenter la mission Outre-mer budget 2014. Quelles sont les grandes orientations de ce budget pour l'Outre-mer? C'est une priorité renouvelée, renforcée, des moyens, j'allais dire, maintenus, mais mieux encore augmentés, puisque les crédits de la mission augmentent, on le sait, de 1%, c'est 20 millions de plus, donc on franchit le cap, j'allais dire symbolique, mais important, de 2 milliards et 10 millions. C'est 18 millions de plus pour la LBU, et je peux vous assurer, sans faire dans le triomphalisme, c'est une performance de faire ce que nous avions appelé à l'époque la sanctuarisation. Parce qu'il y avait un risque sur le maintien du socle fondamental qu'est la ligne budgétaire unique. Pour être clair, les subventions de l'État pour financer le logement, et en particulier le logement social. Eh bien, on a maintenu, on a augmenté. Et depuis 2 années, 2 lois de finances initiales, ça augmente. Et puis, ce n'est pas rien, l'aide fiscale à l'investissement, ouais, je ne dis plus défiscalisation, ça donne une mauvaise image. Cette aide fiscale à l'investissement pour soutenir le financement des investissements et donc l'activité et donc l'emploi est maintenue, mieux encadrée, mais pas pour autant bureaucratisée. Et puis on y met à côté un dispositif de crédit d'impôt qui va durer 2 ans dans lesquels on va expérimenter la chose. Et on en tirera les conclusions et voir si on peut généraliser après. D'ailleurs, tous nous avons compris, et je crois le patronat l'a compris, les entreprises
l'ont compris. Nous avons objectivement intérêt à faire réussir ce crédit d'impôt. Donc c'est plus de dispositifs, plus de moyens, une palette élargie pour l'ensemble des entreprises des Outre-mer. Tout territoire confondu. Celles qui relèvent, les régions qui relèvent de l'article 73, droit commun, et celles qui sont à autonomie fiscale. La Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis, les Trois Saints, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. Bon, tout territoire confondu. Donc, on a plus de moyens en crédit d'intervention pour les entreprises, c'est de 9 millions à 25 millions. Alors, me direz-vous, oui, mais on a un peu grignoté sur les exonérations de charges patronales de sécurité sociale. Oui. Et c'est l'honneur des Outre-mer que de participer en fonction de leur capacité et en proportion de leurs facultés, de ce qu'ils peuvent donner. On prend 24 millions en fait. Tous, on parle de 90 millions pris sur les charges patronales de sécurité sociale. Mais ce qu'on aura en 2014, comparé à la loi de finances d'aujourd'hui, 2013, c'est 24 millions. Sur le triennal, ce qu'on appelle la loi de programmation des finances publiques sur 3 ans, c'est 90 millions. Mais dans le même temps, la même année 2014, on y met, dans ces territoires, on met un CICE, un crédit d'impôt compétitivité emploi, à raison cette année de 4% de la masse salariale, de 6% l'an prochain. Au total, 320 millions. Alors, le calcul est vite fait. 320 moins 24, ça fait à peu près, disons arrondissons, 300 millions de différentiel en faveur des Outre-mer. Et donc, ce n'est pas rien. Donc, nous participons à l'effort national de redressement des finances publiques. C'est bien en fonction de nos capacités. Et en même temps, on décuple les moyens en faveur du développement des Outre-mer. Je résume. Vous aurez une banque publique d'investissement, un crédit compétitivité emploi, un CICE, une mission budgétaire, donc un budget augmenté, une aide fiscale aux investissements maintenue, engagement du président de la République et du Premier ministre. Un nouvel instrument qui est le crédit d'impôt pour les grandes entreprises, mais optionnel pour les autres si elles le veulent. Tout cet ensemble fait que l'outre-mer reste une priorité forte de l'action gouvernementale. Monsieur le ministre, concernant le chômage, les derniers chiffres démontrent une légère diminution du nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi dans l'Hexagone. Comment expliquez-vous que le chômage ne diminue pas dans les Outre-mer, notamment en Guadeloupe, Martinique? Il y a une petite diminution, mais ça c'est à la marge. En Guadeloupe, en Martinique, c'est autre chose. Ici, il y a une première inversion. Il faut voir, il faut rester prudent. Le gouvernement a une action volontariste pour inverser la courbe. Et donc nous en tirerons les conclusions très bientôt. Bon, c'est probablement vers novembre, décembre qu'on verra. J'entends déjà les contestations. Le volontarisme, c'est bien ça. Lorsque le secteur marchand, l'économie, la loi de l'offre et de la demande ne suffit pas pour créer le nombre d'emplois suffisant, ne serait-ce que déjà pour les maintenir, eh bien, il faut du volontarisme. L'État est volontaire et volontariste, engage, agit, et je pense que ça réussira. Dans les Outre-mer, c'est structurel. C'est un chômage structurel et qu'il faut bien donc comprendre. Vous prenez le cas de Mayotte ou de la Guyane ou de la Réunion. Vous avez une démographie qui, chaque année, une cohorte de jeunes se présente sur le marché du travail. Ce marché du travail n'offre pas suffisamment d'emplois pour absorber ce flux-là. Donc vous avez un problème de structure. Et donc il faudra, et c'est pourquoi le chômage est aussi important, par exemple à La Réunion, vivre la transition démographique. La Réunion n'a pas encore tout à fait connu, si j'ose dire, une transition démographique comme la Guadeloupe ou la Martinique et la Guyane, et dans une autre évolution. Donc il y a le problème de l'offre et de la demande, de la capacité du marché et du secteur marchand à créer suffisamment de postes pour absorber le surplus de main-d'œuvre qui apparaît chaque année sur le marché du travail. Bon, il y a ça, il faudra donc le régler, ça veut dire plus de dynamisme. Et pourtant, la créativité est plus forte dans les Outre-mer. On crée plus d'entreprises. Alors c'est vrai, c'est des entreprises qui créent de l'autocréation, si j'ose dire, d'emplois. Ce sont des entreprises à 0 salarié, mais avec un gérant.
Bon, vous prenez, il y a peut-être 40 et quelques mille entreprises en Guadeloupe, un peu plus à La Réunion, presque autant en Martinique. Vous avez près de 30 000 qui ont 0 employé. Donc, il faut donc développer, inciter à créer au moins un emploi. Comment le faire? Il y a toutes sortes de dispositifs. Parce que payer chaque mois et régulièrement un salaire, c'est pas évident. Je n'oublierai jamais que j'avais dit dans une campagne électorale que il y a un gisement d'emploi de 25 000 entreprises sans salariés. On pourrait les aider. Et j'avais créé à l'époque ce que nous avons appelé, qui existe toujours, les emplois tremplins. Ici, on les appelle les emplois francs. On donne 5 000 € pour inciter à recruter. Il faut recruter. Mais il faut recruter lorsque vous avez un marché. Et un marché dynamique qui se reproduit. C'est toute la question des Outre-mer. C'est l'activité, c'est l'entreprise. On a besoin d'entreprises, de chefs d'entreprise dynamiques. Et c'est tout ce qu'on fait en créant un environnement économique. Toutes les lois que nous prenons pour la France, pour les Outre-mer en particulier, et la loi régulation, mais tout ce qui se fait aujourd'hui, la sécurisation des parcours professionnels, c'est ça. C'est d'inciter à recruter davantage, mais aussi lorsqu'il y a des problèmes, à diminuer le volume travaillé, tout en maintenant le salaire des gens. L'Allemagne l'a fait, pourquoi pas ici? Et c'est un succès remarquable que le dialogue social ait pu jouer à ce point-là. Chez nous, dans les Outre-mer, il faut, là aussi, mieux travailler au dialogue social, à améliorer le dialogue social. C'est un facteur de productivité, le dialogue social. Et on n'a pas encore tout à fait compris ça. Donc, le chômage, c'est pas simplement décider de manière un peu stalinienne, on crée tant d'emplois dans une économie. C'est créer l'environnement permissif, l'environnement juridique et économique qui permet la création, qui permet le recrutement, qui permet le maintien et le développement.